Merci de votre attention, madame, monsieur. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO évoquée ce soir a en effet accueilli hier le 46e sommet ordinaire de l'organisation. Les travaux ont été consacrés au bilan sur les questions d'intégration économique dans la communauté. Le président Faure Gnassingbé était sur place au Nigeria. Le secteur privé togolais, quelle clé pour en faire la pépite de l'économie togolaise? Mandalitan semble avoir la boule de cristal. L'ancien directeur des opérations de la Banque mondiale Région Afrique de l'Ouest donnerait une conférence ce matin sur le sujet. Le compte rendu tout à l'heure dans cette édition. Enfin, des journées portes ouvertes sur le journalisme, ce métier, ces terres, cette profession. Le CONAP, le Conseil national des patrons de presse, vous le fait découvrir aujourd'hui, demain et pour 5 jours. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir, c'est donc d'abord la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Et la communauté tenait, vous le savez, son 46e sommet hier à Abuja, au Nigeria. Un sommet bilan consacré aux questions d'intégration économique. Les chefs d'État présents, dont le président Faure Gnassingbé, ont aussi évoqué les crises et les fléaux qui minent la sous-région. Le résumé des travaux de notre envoyé spécial avec notre envoyé spécial à Abuja, Adolphe Paka. L'essentiel des différentes allocutions et déclarations de cette 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a tourné autour des questions sécuritaires dans la sous-région, de la stabilité politique, de la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée et la lutte contre l'épidémie Ebola. Tous les intervenants à cette tribune ont mentionné la mobilisation de toute la communauté aux côtés des États membres affectés par la maladie à virus Ebola. Pour le président nigérian Goodluck Ebele Jonathan, président du pays hôte du sommet, il est nécessaire de préserver la stabilité politique dans la sous-région afin d'accélérer le développement économique. L'Afrique de l'Ouest connaît aujourd'hui un taux de croissance de 7% en 2013, contre 6% en 2014. Le président nigérian a alors insisté sur l'engagement mutuel dans les efforts d'intégration et de développement pour une CEDEAO plus forte au service des communautés. Le président en exercice de la CEDEAO, John Dramani Mahama du Ghana, a d'entrée rappelé l'objectif de la dite session qui est de réfléchir et de faire le bilan de tout ce qui a été fait toute l'année 2014 et de discuter des questions d'actualité touchant les 350 millions d'habitants de la CEDEAO. Sur le plan politique, le président ghanéen a noté des avancées importantes dans la sous-région, tout en insistant sur la nécessité de continuer à agir sur les menaces sécuritaires auxquelles est confrontée la sous-région. En 2015 se tiendront des élections dans 5 pays de la sous-région, notamment au Nigeria, au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Burkina Faso. Les chefs d'État et de gouvernement en appellent vivement à la non-violence. Pour le président en exercice de la CEDEAO, les rapports des différentes missions préélectorales de la CEDEAO dans ces pays respectifs sont d'ores et déjà encourageants. Le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, a souligné pour sa part à l'attention des chefs d'État et de gouvernement que depuis le 45e sommet ordinaire tenu en juillet 2014 à Accra, la vie de la CEDEAO a été marquée par des faits qui, tous, portent directement leur empreinte ou résultent de l'exécution de leur orientation. Ces faits ont trait soit à la solidarité au sein de la communauté, soit à la considération que manifestent les partenaires. À cet égard, Kadri Désiré Ouédraogo a réaffirmé aux citoyens de la communauté, en particulier aux jeunes, que c'est à leur développement harmonieux, dans la paix individuelle et la sécurité collective, dans une Afrique de l'Ouest ancrée dans ses valeurs et le progrès continu, que sont principalement dédiés les efforts de la CEDEAO. Aujourd'hui plus qu'hier, répondre à leurs aspirations restera toujours une préoccupation pour les dirigeants. Apportant l'épineuse question de la fièvre hémorragique à virus Ebola, toutes les interventions à l'ouverture du sommet ont unanimement reconnu que cette épidémie a un impact négatif sur la sous-région en termes économiques et sociaux.
Les chefs d'État et de gouvernement ont salué la mise sur pied du Fonds régional de solidarité et du mécanisme de coordination des actions à mener au niveau des différents États membres placés sous la supervision du président Faure Essozina Gnassingbé depuis le 6 novembre 2014. Toutes les interventions ont reconnu et félicité les efforts déployés par le chef d'État togolais Faure Gnassingbé en sa qualité de coordonnateur de la lutte contre Ebola dans la sous-région. Elles ont aussi souhaité la bienvenue au président Michel Kafondo du Burkina Faso et l'ont rassuré de la solidarité de tous les États membres de la CEDEAO. Les chefs d'État et le président de la commission de la CEDEAO ont également procédé au lancement du tarif extérieur commun de la CEDEAO, fruit d'un travail continu de concertation et de négociation intracommunautaire sur la base des études pendant plus de 9 ans. Au terme des travaux, le sommet a décidé de reconduire John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO jusqu'à sa prochaine session ordinaire prévue le 28 mai 2015, toujours ici à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Et voilà, les questions d'intégration sécuritaire évoquées à Abuja, la coopération décentralisée, la municipalisation évoquée à Lomé. C'était ce matin la primature. Les échanges ont eu lieu entre le chef du gouvernement, Arten Seleagodi Armezounou, et Jean-Marie Tétard. Il est député français des Yvelines. Je vous propose de l'écouter au sortir de cette audience. Saluer à travers le Premier ministre de votre pays. Second point est de souligner l'importance de la coopération décentralisée. Le département des Yvelines, que je représente ici aussi, a depuis 7 ans maintenant une action de coopération décentralisée forte dans votre pays, notamment à Nero, où nous avons construit un lycée professionnel, qui est, je crois, une opération pilote. Nous avons aussi des actions dans la préfecture de Blita. Et dire au Premier ministre que cette coopération décentralisée serait au service des municipalités, mais aussi des réalisations concrètes, puisque, je vous le dis, dans le cas d'Anéron, nous venons de construire un lycée professionnel, nous venons de travailler sur l'assainissement, etc. Bref, se mettre au service de ces nouvelles municipalités le moment venu. Mais en tant que député, j'attache beaucoup d'importance à la qualité des rapports entre mon pays et le vôtre. Nous avons d'ailleurs été très touchés que lors des événements du Mali, votre pays soit venu parmi les premiers apporter un contingent au Mali. Et je crois que nous comptons sur cette amitié durable avec votre pays. Et je crois que les évolutions que votre président impulse actuellement sont de bon augure. Jean-Marie Tétard, le parlementaire français qui sera par ailleurs reçu à l'Assemblée nationale par le président Dramani. Voilà les images. Les deux hommes ont discuté de l'amitié interparlementaire de leurs États, le Togo et la France. Autre personnalité avec qui le président de l'Assemblée nationale a conféré l'ambassadeur de Chine au Togo, Yuri Liwu. Les relations Chine-Togo ont été au centre des discussions. Les précisions du diplomate chinois au micro de Florence Côte-Passé. J'ai eu l'occasion de parler avec son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de la belle coopération entre nos deux pays et surtout entre les deux parlements de nos deux pays. Voilà. Je vois que toutes les deux parties sont déterminées à continuer et à approfondir la coopération amicale entre nos deux peuples. Il est 20h08. Autre sujet de l'actualité, le classement Doing Business. Comment améliorer son score pour 2016? La Banque mondiale apporte son expertise au Togo et au Niger. L'institution réunit depuis hier différents acteurs des deux pays impliqués dans le processus. Emmanuel Adjaglo, Carmen Madiakapo pour les précisions. Les acteurs en charge de l'amélioration du climat des affaires du Togo et du Niger partagent leurs expériences afin de mieux coordonner les réformes et accroître l'investissement privé étranger. Cette rencontre initiée par le groupe de la Banque mondiale a donc permis de capitaliser les acquis issus des efforts de chaque pays pour justement mieux se familiariser avec le processus Doing Business. Nous avons beaucoup appris les uns des autres, parce que ça nous a permis de confronter nos plans d'action respectifs.
pour l'année 2014-2015, pour éventuellement pour améliorer le classement pour le Doing Business 2016. L'objet de cette rencontre, c'est de partager nos expériences, aussi bien avec le Niger, sur les indicateurs sur lesquels le Niger a fait de bon, parce que même si le Niger a régressé, il faut dire qu'il y a des indicateurs spécifiques sur lesquels le Niger est très bien noté. Donc c'est de voir qu'est-ce que le Niger fait de bien, et que le Togo, mais sur lesquels le Togo a encore des difficultés, et de voir ce que le Togo fait de bien, pour que le Niger aussi puisse s'inspirer de ces réformes. Le Doing Business est un projet de la Banque mondiale pour évaluer la réglementation des affaires dans 183 économies dans le monde entier. Après plusieurs années d'intervention auprès des gouvernements, l'institution s'engage à encourager le partage d'expériences entre les pays. Ce projet constitue un projet commun, de sorte que dans une année, lorsque nous nous retrouverions, nous serons satisfaits du chemin parcouru et que le climat des affaires aura été amélioré dans vos deux pays pour pouvoir inciter plus d'investisseurs privés au niveau national, au niveau régional, mais également au niveau international, pour que des emplois soient créés et que nous puissions tous contribuer à l'amélioration des vies des populations nigériennes et togolaises. Le Togo a occupé la 149e place contre la 165e pour le Niger dans le classement 2015 du Doing Business. Un score obtenu grâce aux réformes entreprises dans certains domaines, notamment la création d'entreprises, la protection des investisseurs minoritaires, le transfert de propriété et le paiement des impôts. Et vous venez de l'entendre, le Togo précisément a réalisé un bond en avant dans le dernier classement du business. Le secteur privé y est pour beaucoup. C'est donc la raison qu'on mise désormais sur ce secteur privé, sur sa capacité à tirer vers le haut la croissance, sa capacité à créer de l'emploi. Mais que faire exactement? Eh bien, Mandanital semble avoir la boule de cristal. L'ancien directeur des opérations de la Banque mondiale région Afrique de l'Ouest donnait ce matin une conférence à cet effet. Le compte rendu de Isidore Koubatine. Le secteur privé au Togo est en plein essor et constitue un véritable moteur de croissance pour l'économie nationale. Il nécessite alors de capitaliser les acquis enregistrés pour engranger des résultats probants. Et c'est à juste titre que ces acteurs au développement prennent part à ce rendez-vous de transmission de compétences managériales autour du thème « Le développement du secteur privé, croissance et création d'emplois ». Il est important que le secteur privé puisse influer, si vous voulez, sur le contenu des programmes de formation, parce que c'est quand même le secteur privé qui recrute. J'ai aussi mentionné parmi ces piliers la nécessité d'avoir un cadre donc, des affaires de classe internationale, parce que si vous voulez attirer les investisseurs ici au Togo, il faut que ces investisseurs choisissent de venir au Togo et pas dans un autre pays. Donc ils ne viendront au Togo que si l'environnement des affaires au Togo est un environnement favorable. Tous les acteurs de la vie nationale ou presque ont pris part à cette conférence internationale de Lomé et chacun devra tirer une part d'intérêt. Cette conférence est une sorte de vaccin qui peut acquérir l'ensemble des Togolais, y compris la jeunesse, et qui permettra à la jeunesse d'avoir beaucoup d'espoir. Parce que le Togo est un petit pays peut-être, mais le Togo n'est pas plus petit que la Suisse. Le Togo peut se développer. Ce que nous venons de passer maintenant, bon, c'est une très belle initiative. Nous voulons que cela donne un véritable espoir à la jeunesse togolaise. La démarche est amorcée depuis 2010 par les autorités togolaises à travers le vocable « Avançons tous ensemble pour faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030 ». Un secteur privé encouragé à coût de millions par le gouvernement pour accroître justement son rendement. Le cas ici pour ces éleveurs de Mandjouri, vous allez les voir, ils viennent de recevoir du matériel, des chèques aussi, 166 millions au total. Le récit Désiré à l'œil. Les actions en faveur des producteurs agricoles au Togo sont concrètes pour booster le secteur afin d'atteindre les objectifs du PENIASA. Dans le cadre du projet d'appui au secteur agricole PASA, 166 millions de francs CFA ont été débloqués pour soutenir les éleveurs et marieuses des Pengal. Avec cet appui-là, nous allons augmenter la production. Vraiment, je suis très fier de l'appui
que le gouvernement togolais a donné à nous les producteurs, a appuyé pour que la production d'élevage s'améliore dans la région des savanes. La remise des chèques et matériels a coïncidé avec la fête traditionnelle Tikmankpab. Le ministre Urukura Agadazi de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche a appelé les producteurs à s'organiser davantage pour plus de rendement. Vous savez que la région savane est une région d'élevage, donc nous avons identifié un certain nombre d'éleveurs qui vont bénéficier à partir de cet instant des appuis techniques, mais aussi des appuis financiers, de manière à créer d'autres sources de revenus aux agriculteurs de la région savane. Un exemple du succès de PASA, l'excédent du riz paddy des producteurs est traité dans les entreprises et services et organisations des producteurs ESOP, une structure visitée ici à Mandouri par le ministre Agadazi. Un appui conséquent qui peut être aussi une solution au problème de chômage. Autre solution en vue, ce projet pilote de formation professionnelle, il devrait renforcer l'employabilité des jeunes. C'est un projet qui est à l'étude depuis ce matin. Les grands axes, Komo Boyondé. Le marché de l'emploi togolais devient de plus en plus étroit pour les jeunes diplômés, dont le nombre ne cesse d'accroître. L'inadéquation entre les produits du système de formation et les besoins réels de l'économie reste la cause fondamentale de cette situation. Un véritable défi que les autorités togolaises tentent de relever à travers des stratégies innovantes. Parmi celles-ci, le renforcement de l'employabilité des jeunes diplômés. En témoigne la mise en place du projet pilote de formation professionnelle et d'insertion des jeunes soumis ici à étude en vue de son adoption. Quel que soit le niveau, après le CPD, après le bac ou après une maîtrise d'un doctorat, on peut faire une formation courte et avoir du boulot. Vous savez qu'en Europe du Nord, les gens ont des doctorats, mais ils sont d'abord carreleurs, ils sont menuisiers, ils ont un métier. Donc c'est ce que nous cherchons à faire pour démontrer que même celui qui est professeur de philosophie doit le faire dans de bonnes conditions professionnelles. Une fois adopté, ce projet servira de feuille de route pour la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique de la réalisation des objectifs de la SCAP, grâce à l'appui financier du projet d'éducation et de renforcement institutionnel PERI. On en vient maintenant à cette rencontre, la 4e session de l'année du comité sectoriel gouvernance politique et administrative réunie ce mardi. En toile de fond, le rapport sur l'état d'avancement du cadre de partenariat dans les ministères. De Douaré, Nathalie Panégui. 4e session du comité sectoriel gouvernance politique et administrative. Cette séance est consacrée à la validation du rapport sur l'état d'avancement du cadre de partenariat dans les ministères en 2014. Il y a quand même un respect des règles qui conduit à une bonne mise en œuvre des projets qui sont en cours dans ce comité sectoriel. Et toutefois, il y a aussi des limites qui ont été observées. On a vu qu'il y a un décalage parfois entre la date de signature des conventions et les débuts effectifs, soit des conventions, soit des projets. On a aussi vu qu'il y a des problèmes au niveau de la mobilisation des ressources et de l'absorption des ressources également. C'est donc un bilan annuel qui est fait ici par les membres du dit comité et les partenaires. Selon ce bilan, des résultats sont certes obtenus, mais de nombreuses actions doivent encore être menées. Renforcer davantage les capacités du comité afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Mettre en place un dispositif adéquat de suivi et évaluation. Mettre en place dans les ministères des services ou unités chargées du partenariat et du suivi de la mise en œuvre des conventions, accords et projets. Doter les ministères d'un logiciel de gestion financière. Autre recommandation capitale, le ministère en charge de la réforme de l'État devra suffisamment s'impliquer dans le processus, ce qui permettra au comité d'être plus efficace pour générer des résultats plus probants à l'avenir. Idem pour le comité sectoriel justice, droits de l'homme et sécurité. Ici aussi, les préoccupations sont les mêmes. L'état d'avancement du cadre de partenariat dans les ministères. L'exercice devrait baliser la voie à un meilleur agenda 2015. Antoinette Roman-Vovon.
réunion du comité sectoriel justice, droits de l'homme et sécurité pour la validation du rapport portant sur l'état d'avancement du cadre de partenariat dans les ministères. Ce rapport est appelé à analyser les expériences en cours dans les ministères en vue de contribuer à mettre en place un partenariat efficace favorisant la mobilisation des ressources pour ainsi faciliter la mise en œuvre de la SCAP. Dans ce cadre partenarial, nous notons les forces, les faiblesses et les recommandations. À titre de force, il faut noter la disponibilité des partenaires techniques et financiers. Il y a la volonté en politique d'accompagner pour la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée de promotion de l'emploi. Et comme faiblesse, nous remarquons une certaine lenteur dans la procédure de passation de marché. Également, le retard dans le décaissement des fonds. Globalement, les problèmes que pose ce cadre partenarial ont été mis en exergue. Ces problèmes ont été soulevés et des recommandations qui ont été faites sont pertinentes. Les recommandations émises à l'issue de l'adoption du rapport seront prises en compte dans l'agenda 2015. L'objectif est de parvenir à une bonne planification et gouvernance des différents projets et programmes. À signaler également dans l'actualité ce soir, cette double cérémonie, le lancement tout d'abord du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants, la publication ensuite d'un manuel sur ces mêmes droits, un document édité conjointement par l'Union européenne et l'UNICEF notamment qui appelle les décideurs à réduire les disparités. Aimé Avalo. Le gouvernement togolais, les institutions internationales et la société civile réitèrent leur volonté de renforcer leur chaîne de partenariat à l'occasion de la célébration du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, cérémonie couplée avec la présentation d'un manuel sur les droits des enfants élaboré conjointement par l'Union européenne et l'UNICEF. Dans son rapport annuel sur la situation des enfants dans le monde qu'elle a intitulé « Innover pour l'équité », l'UNICEF réclame des chances égales à tous les enfants, tant en milieu urbain que rural, en tenant compte du genre et des questions de pauvreté. Nous devons maintenant aller plus loin vers ceux qui sont les plus défavorisés. Et l'analyse a montré que les 4 critères de l'équité sont 1. Les enfants issus de familles pauvres, 2. Les enfants qui vivent en milieu rural ou qui vivent dans des lieux complètement enclavés, 3. Les enfants handicapés et 4, les enfants de sexe féminin. Pour l'Union européenne, le sort des enfants de par le monde est peu reluisant. Le manuel sert alors de plaidoyer à l'endroit de 3 acteurs principaux. D'abord nous-mêmes, c'est-à-dire que ça nous aide à l'UNICEF et à l'Union européenne dans nos exercices de dialogue et de programmation de tenir en compte davantage les droits de l'enfant. Après, on offre à tous les autres acteurs au développement, dans le cadre de l'Union européenne, aux acteurs européens au Togo, mais aussi aux organisations de la société civile, à d'autres acteurs au développement, d'utiliser ce kit qui n'a pas vocation à être exclusif de nous. Et finalement, il est plus important, évidemment, pour aider, pour encourager les autorités publiques à définir leur politique en tenant compte des droits de l'enfant. Justement, les politiques publiques mises en œuvre au Togo en faveur de la protection des enfants ont permis de réaliser des avancées notables. Le cadre juridique a été renforcé, un code de l'enfant adopté et des juges pour enfants nommés dans les chefs-lieux de région. Les enfants ont plus d'accès aux services sociaux de base, santé, éducation. Le taux de la malnutrition infantile a été considérablement réduit, ce qui a permis au pays de recevoir un prix de la FAO. Nous avons fait des innovations à travers, par exemple, les cantines scolaires. Ces cantines scolaires qui nous permettent de nous assurer que les enfants vulnérables et pauvres aient accès à un plat et qui puisse leur permettre aussi d'être concentrés sur les études. Au-delà de cette innovation, nous voulons nous réjouir aussi de ce que nous faisons avec les chefs traditionnels, qui est reconnu comme étant une innovation, puisque à travers la déclaration de Notier, nous avons quand même mobilisé beaucoup de chefs traditionnels, chefs religieux, et d'autres pays viennent ici pour voir un peu comment nous avons pu le faire. Tout en célébrant ces progrès majeurs, c'est aussi l'occasion de réfléchir aux défis qui restent à relever depuis que le Togo a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant le 1er août 1990. Les résultats des enquêtes récentes ont révélé que plus de 69% des enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec une proportion plus élevée dans la région.
comme celle de Savane et de la Kara. C'est conscient de cette situation et de ces enjeux que les autorités togolaises, avec l'appui soutenu des partenaires, œuvrent depuis plusieurs années à la recherche des apports de solutions susceptibles de répondre aux problèmes de l'enfant au Togo. La présente cérémonie marque le démarrage des activités commémoratives du 25e anniversaire de la Convention. L'actualité, c'est aussi cet accord de partenariat Forces armées togolaises et Armée populaire de libération de Chine. Cette dernière octroie au Togo, au terme de cet accord, un patrouilleur de transport de type C modernisé à la marine togolaise. C'est un bâtiment de plus de 3 milliards de francs CFA. Augustin Kossi, Pierre Sessouko. Au moment où la piraterie maritime et les trafics de tout genre sont monnaie courante dans la sous-région, le Togo se doit de renforcer la capacité opérationnelle de sa marine nationale. À travers cet accord, la Chine apporte son appui matériel et technique aux forces armées togolaises. Elle s'engage à fournir sous forme de dons un patrouilleur de transport de type C modernisé, évalué à plus de 3 milliards de francs CFA. Le général de brigade Kadaga Abalo, chef d'état-major général des FAT et l'ambassadeur de la Chine au Togo ont paraphé les documents du dit accord. Déjà, au cours de cette année, l'armée populaire de libération de la Chine a remis au FAT un important lot matériel composé entre autres de 3 pompes belés, des véhicules bennes et des engins Caterpillar. Ce qui témoigne aussi de la détermination de la Chine à œuvrer aux côtés des autorités togolaises à faire du porte-monnaie de Lomé un point de référence dans la sous-région en matière de sécurité maritime. Les FAT encore avec la force sécurité élection présidentielle 2015 qui se prépare. L'échéance est maintenant dans quelques mois. La formation des formateurs a débuté ce matin. Une formation axée sur le respect des droits de l'homme et des principes humanitaires au cours des opérations de maintien de l'ordre. Arnaud Kilou pour les précisions. La force sécurité élection présidentielle FOSEP 2015 créée par décret se met à niveau de par cette formation des formateurs. Officiers et sous-officiers de la police, de la gendarmerie et de gardiens de préfecture affectés à cette formation vont s'approprier les règles de bonne conduite, de bonne connaissance du code électoral, du respect des droits de l'homme et des principes humanitaires dans le contexte d'un processus électoral. La force de sécurité a une responsabilité lourde de sécuriser le processus électoral. Dans ce cadre, il faut qu'il soit bien outillé, soit sensibilisé sur tous les principes et règles des droits de l'homme, des droits humanitaires, des maintiens de l'ordre, tous les principes qui peuvent vraiment contribuer à un processus électoral apaisé. La FOSEP 2015 est placée sous supervision de la Commission électorale nationale indépendante CENI et sous commandement opérationnel du directeur national de la police commandant de la FOSEP 2015. Les deux responsables ont invité les participants à s'investir pour permettre à l'ensemble des acteurs de mener leurs activités en toute sérénité. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, cette formation des formateurs constitue le socle sur lequel reposera la qualité des prestations de la FOSEP 2015. À chaque processus électoral, nous prenons soin, lorsque la force est créée, de recycler nos personnels, et de leur faire revivre la différence qu'il y a entre assurer la sécurité des personnes et des biens en période électorale et ce qu'ils font presque tous les jours. Donc cette formation, eh bien, si vous me permettez, les réveiller, leur dire voilà, nous avons une échéance majeure au début de l'année 2015. Le décret a été pris, il nous faut nous mettre au travail. Attendons de cette force qu'elle conduise ces opérations dans la stricte neutralité. Ces formateurs vont transmettre à leur tour les connaissances acquises aux 7800 agents de la FOSEP 2015 qu'ils auront à former à partir de janvier 2015. Et sur un tout autre registre maintenant, les forces de l'ordre renforcent aussi leur capacité sur l'application du décret interdisant de fumer dans les lieux publics. Attention donc à vous qui fumez et surtout partout. Lucas Rachel Avocou. Plus de 6 millions de personnes meurent du tabagisme chaque année. Parmi elles, 6 000 non-fumeurs. Pour freiner cet élan destructeur, les autorités togolaises ont pris des décrets et arrêtés depuis 2010 portant sur la production, la commercialisation et l'interdiction de fumer dans les lieux publics.
Les forces de l'ordre sont ici mises à contribution pour s'approprier les fondements de ces mesures afin de mieux protéger les populations contre les effets ravageurs du tabac. Il est interdit de fumer dans les lieux publics. Un lieu public, c'est un lieu où il y a plusieurs personnes et donc les forces de l'ordre sont tenues de veiller à ce que les gens puissent respecter le fait que celui qui ne veut pas fumer, vraiment ne fume pas. Pour les autorités togolaises, le cap de la mise en garde et de la sensibilisation est dépassé. Désormais, toute personne qui fumera dans un lieu public, bus, stade et autres, devra subir. Autre sujet qui fait l'actualité ce mardi, nous l'annoncions aussi en titre, l'ouverture des journées portes ouvertes sur le journalisme. C'est un métier, un art, une profession. Le CONAP, le Conseil national des patrons de presse, vous donne l'opportunité de mieux le découvrir, et ce aujourd'hui, demain et pour 5 jours. Sonia Ménico et Demsosouko. 5 mois après les états généraux de la presse, le Conseil national des patrons de presse ouvre les portes des médias togolais au public. Le voile se lève donc sur l'intimité des chaînes de radio et de télévision, de la presse écrite et des médias en ligne. 5 jours pour démontrer que le journalisme est un métier noble, une profession d'art. Et beaucoup se sont engagés, y compris politiquement, ils se sont retrouvés dans la presse, et cet engagement se retrouve encore aujourd'hui dans le métier. Donc, dans l'opinion, on ne conçoit pas encore vraiment le journaliste comme un professionnel, comme un métier dans lequel on vient pour faire sa vie, parce que justement ce n'est pas un métier qui est aujourd'hui bien rémunéré, c'est pas un métier malgré le code qui le régit, malgré l'ensemble des règles qui le régissent, il y a un certain nombre de manquements. Donc l'opinion n'a pas cette perception que nous évoluons dans un environnement réglementé avec ses exigences. Donc l'idée, c'est justement de porter à l'endroit de cette opinion la démarche selon laquelle nous exerçons un métier, nous exerçons une profession, puisque beaucoup, peut-être pas tous, beaucoup vivent de cela. Un art parce que faire un reportage, réaliser un reportage, écrire un papier, tenir sa caméra, tout cela ne va pas de soi. La presse, dans sa diversité, tant du secteur public que privé, est fortement présente à l'Agora Senghor pour partager avec la population le parcours du journalisme togolais et ce qu'il faut en retenir comme leçon. C'est dans les années 90 qu'on a assisté à une floraison de titres grâce à la libéralisation de la presse. Quelques titres restent encore à l'esprit, notamment Atopani Express, Papa Désenchanté, La Parole, Forum Hebdo. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'organes privés qui animent le paysage médiatique. La quasi-totalité des journaux des années 90 a disparu. Aujourd'hui, on a de nouveaux journaux qui s'inscrivent plus dans la durée et qui s'organisent davantage en entreprise de presse, même s'il y a encore beaucoup de choses restent à faire. Donc ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont formés dans les écoles de journalisme. Il y a des jeunes qui arrivent dans la profession par vocation, parce qu'ils ont envie de se réaliser, ce qui n'était pas le cas dans les années 90. C'est une profession certes libérale, mais réglementée, qui appelle à la responsabilité du journaliste, avec pour fondement le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Et la presse togolaise qui va largement faire écho à partir de demain, mercredi, à la présentation de vœux au chef de l'État. Le président de la République s'apprête donc à recevoir ses vœux à partir de demain, mercredi. Donc, et voici une fois encore le programme complet avec Joseph Armégan. Bien, le programme de la cérémonie officielle de présentation de vœux de Nouvel An 2015 à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mercredi 17 décembre 2014, les institutions de la République, au Nouveau Palais, 10 heures, les chefs des institutions de la République, Premier ministre, Président de l'Assemblée nationale, Président de la Cour constitutionnelle, Président de la Cour suprême, Président de la HAC, Président de la Cour des comptes, Président de la CNDH. Délégation des institutions, 11 heures, les membres du gouvernement, 11h10, les députés à l'Assemblée nationale, 11h25, les membres de la Cour constitutionnelle, 11h30, les membres de la Cour suprême,
du Conseil supérieur de la magistrature et le corps judiciaire. 11h45, les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 11h50, les membres de la Cour des comptes. 12h, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. 12h05, délégation de la présidence de la République. 12h15, délégation de la primature et du secrétariat général du gouvernement. Administration générale y compris les parapublics. Grande salle des fêtes, 17h, délégation du ministère de la Défense et des anciens combattants. Délégation du ministère de l'économie et des finances. Délégation du ministère du développement à la base, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes. Délégation du ministère de la Justice et des relations avec les institutions de la République et du secrétariat d'État auprès du ministère de la Justice. Délégation du ministère de la Réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Délégation du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et des collectivités locales. Délégation du ministère des Mines et de l'Énergie. Délégation du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Délégation du ministère des Postes et de l'économie numérique. Délégation du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Délégation du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Délégation du ministère des Travaux publics et des Transports. Délégation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Délégation du ministère des Droits de l'Homme, de la consolidation de la démocratie, chargée de la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Délégation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, secrétariat d'État chargé de l'industrie. Délégation du ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du territoire. Délégation du ministère de l'Équipement rural. Délégation du ministère de la Fonction publique. Délégation du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Délégation du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Délégation du ministère des Enseignements primaires et secondaires. Délégation du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Délégation du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Délégation du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Délégation du ministère des Sports et des Loisirs. Délégation du ministère de la Santé. Délégation du ministère du Tourisme. Ministère auprès de la présidence de la République chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Jeudi 18 décembre 2014, Nouveau Palais, salle rotonde, confession religieuse, 8h, délégation de l'Union musulmane, 8h20, délégation du Conseil chrétien, 8h40, délégation de la conférence épiscopale. 9h30, délégation de la Confédération des centrales syndicales, CNTT, CSTT, UGSL, SGCT, GSA, UNCIT. 10h30, délégation des ordres professionnels, architectes, urbanistes, médecins, dentistes, pharmaciens, vétérinaires, Chambre nationale des notaires, ordre des avocats, huissiers, commissaires, priseurs. 11h15, délégation des organisations de la société civile, REFAMP, GF2D, FANTO, UONTO, Association des retraités, Conseil national consultatif des personnes âgées, Conseil consultatif national des enfants, Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, Fédération des organisations de défense des droits des enfants du Togo. Nouveau Palais, salle rotonde, 12h30, délégation de la chefferie traditionnelle. 15h, délégation des partis politiques, délégation du secteur privé. 17h, Conseil national du patronat, AGET, Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Chambre des métiers. Vendredi 19 décembre 2014, Nouveau Palais, salle rotonde, 11h, le corps diplomatique et consulaire, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Discours du doyen du corps diplomatique et consulaire, réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
Salutations du chef de l'État par les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales et non gouvernementales. Sachez enfin, avant de clôturer ce journal quelque peu longue, que la liste des déclarés admissibles par ordre de mérite au concours de recrutement des assistants de vérification pour la Cour des comptes session des 11 et 12 novembre 2014 est disponible. Cette liste, vous pourriez la consulter dans le quotidien national Togo Presse. Les épreuves orales auront lieu le vendredi 26 décembre 2014 dans les locaux de l'École nationale d'administration ENA à partir de 7h30. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Didouadin Halomé, à Lagos au Nigeria sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.